Bonjour, bienvenue dans ce deuxième numéro de l'émission Dispute. Entre 3 matchs de foot, 15 débriefs de chaque match sur toutes les chaînes de télé, on propose ici un petit écart avec l'actualité, disons, pesante, voire dominante, avec voilà, une proposition pour s'aérer l'esprit. Enfin, s'aérer l'esprit, j'ai envie de dire plutôt le remplir, d'une certaine manière, en discutant des livres qui éclairent un peu l'actualité, le débat d'idées. On a pris des livres aujourd'hui, vous verrez, un peu hardcore, j'ai envie de dire, un peu dur, qui décrivent un monde un peu crépusculaire. On va en parler tout de suite avec nos 4 chroniqueurs, dont Louise Touret, qui est notre petite nouvelle. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Louise, qui est évidemment bien connue des auditeurs de France Culture, puisque vous êtes productrice d'une émission depuis plusieurs années sur l'école, qui s'appelle Rue des Écoles, le dimanche à 17h. Depuis 7 ans. Depuis 7 ans, exactement. Et par ailleurs, vous collaborez au magazine, au Pure Player Slate, qui est le partenaire de cette émission. En face de vous, Catherine Cucchiot, qui est professeure de littérature comparée à Paris Diderot, qui était déjà là le mois dernier. Bonjour. Bonjour. À votre gauche, Emmanuel Lemieux, directeur des éditions Lemieux Éditeur, directeur de la revue du Panorama des idées. Bonjour. Et Laurent Bouvet, politologue, professeur de sciences politiques à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, entre autres, et de la Fondation Jean Jaurès. Alors, aujourd'hui, on a 3 livres. Claire Rodier, Migrants réfugiés. Achille Mbembe, politique de l'intimité. De l'inimitié. De l'inimitié, pardon, j'ai dit quoi? De l'intimité. Voilà, c'est mon inconscient qui a parlé de l'inimitié. Et Paul Jorion, le dernier qui s'en va, éteint la lumière, essai sur l'extinction de l'humanité chez Fayard. Alors, 3 livres qui sont, comme je le disais à l'instant, assez sévères dans la manière de décrire un peu le monde d'aujourd'hui. Je disais parler d'un monde crépusculaire, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, tous, au-delà de leurs différences dont on va discuter maintenant, qui sont des livres très différents, puisque Achille Mbembe est un philosophe, Paul Jorion est plutôt économiste, et Claire Rodier est plutôt une juriste. Donc on voit bien qu'on est dans le droit, l'économie, la philosophie, sur comme donc 3 champs, 3 disciplines très différentes, mais qui quand même toutes ont, disons, en commun le désir de décrire un monde aujourd'hui un peu à l'agonie, et surtout qui essaye de proposer, en tout cas on verra si les propositions vous semblent légitimes ou intéressantes en tout cas, une sorte de modèle pour sortir de ce monde à l'agonie, en tout cas en décrivant un état d'urgence absolu aujourd'hui pour voilà, s'en sortir. Donc c'est peut-être finalement le lien, le motif qui traverserait un peu ces 3 livres-là. Donc on va commencer avec le livre de Claire Rodier, Migrants réfugiés, réponse aux indécis, aux inquiets et aux réticents, paru donc à la découverte. Donc Claire Rodier, pour la présenter rapidement, elle est juriste au GISTI, le groupe d'information sur le soutien des immigrés. Ça fait très longtemps qu'elle travaille sur la question des réfugiés. Elle a écrit beaucoup de livres sur la question, notamment un de ces derniers qui s'appelait Xénophobie Business, qui était une étude sur comment finalement l'économie, enfin, des frontières crée un business, j'allais dire un peu occulte, et voilà, qui est un livre très intéressant. Et elle avait écrit avant, bien sûr, un livre intéressant aussi qui s'appelait, je ne sais plus comment d'ailleurs, mais enfin elle a écrit beaucoup de choses là-dessus. Voilà. Et là, c'est un petit livre assez pédagogique, disons presque un outil un peu pratique, sous forme d'entretien avec Catherine Portevin, qui est journaliste à Philosophie Magazine, et elle essaye de cartographier, disons, la problématique des réfugiés aujourd'hui, qui évidemment, vous le savez très bien, est complexe. Peut-être Louise, puisque tu es notre nouvelle invitée, qu'est-ce que tu penses de ce petit livre ? Alors, c'est pas vraiment un entretien, c'est 23 thèmes, 23 entrées sur ce problème qui nous a occupé l'esprit une bonne partie de l'année, les migrants, enfin on peut dire les réfugiés, je préfère également ce terme. On peut le dire tout de suite, c'est un livre assez militant, hein, on sait qui parle, d'où elle parle, juriste au GISTI, ça veut dire qu'il y a un désir aussi de défendre la cause des réfugiés, on peut dire qu'elle est pas forcément toujours bien défendue cette cause ou bien entendue dans les médias et dans la société. C'est un livre qui coûte 4,90 €. On peut, voilà, je pense qu'il y a un effort aussi dans cette pédagogie et de vouloir en parler à tout le monde. C'est un effort de prix pour en faire quelque chose d'accessible. C'est un livre qu'on peut mettre aussi dans les mains des adolescents. C'est un livre informatif, au-delà du fait qu'il est pédagogique. Et pourquoi je veux m'arrêter sur ce point, c'est parce que même si le nom d'Aylan est cité dans le 4e de couverture, ce thème des réfugiés, il est hyper émotionnel. Et de quelque côté qu'on se place dans le champ des idées, mais aussi dans la société, quand on en parle,
C'est très émotionnel. Il y a bien sûr la peur un peu irrationnelle de se voir envahir. On n'a pas beaucoup de migrants en France, hein, il faut quand même le rappeler, c'est rappelé, par des gens qui peuvent être aussi très xénophobes. Et puis, il y a cet affolement, quand on voit ces photos, on en a vu encore récemment, vous êtes comme moi, Jean-Marie, sur les réseaux sociaux, on voit des choses circuler avec des gens qui nous disent « faites circuler cette photo de bébé mort ». Voilà, on est assailli par beaucoup d'émotions. Moi, je suis allée en reportage à Calais sur l'école, puisque l'école est ma spécialité, sur l'école du chemin des dunes cette année. Et c'est vrai que c'est hyper émotionnel. Même pour faire son travail journalistiquement, parfois, on est arrêté par ce qu'on voit, la situation des gens. Donc, il faut aussi pouvoir mettre des faits, des chiffres, apprendre des choses aux gens. Parfois, peut-être que les médias ne le font pas suffisamment bien. Donc, pour ça, je trouve que ce livre est intéressant. Il peut être, il doit circuler peut-être aussi dans les bibliothèques des lycées et des universités pour savoir de quoi on parle. Et quand je disais qu'il est engagé, c'est très clair, c'est dit, on sait avec qui on sait qui s'exprime. Et dans cette mesure-là, ce n'est pas gênant, on n'a pas affaire à un faux discours objectif. Donc pour ça, alors après, je ne l'ai pas lu avec passion, on n'est pas dans un style flamboyant, non, il s'agit de répondre à des questions très concrètes. Okay, absolument. Mais ça reste un objet pour moi intéressant aujourd'hui pour sortir de cette dictature de l'émotion, en tout cas de cette émotion qui nous saisit aussi tous, y compris moi. Catherine, qu'est-ce que cet outil-là vous a inspiré? Est-ce que politiquement, parce que ce qui quand même le livre raconte en creux, c'est aussi quand même la critique d'une politique, disons, globale en Europe aujourd'hui, sur la manière d'accueillir les réfugiés aujourd'hui et sur, disons, les impasses dont elle serait un peu coupable. Oui, en fait, c'est un livre qui fait le diagnostic d'une crise énorme, d'une logique et d'une politique de contrôle, essentiellement. Et c'est déjà ce que faisait le gros livre auquel tu faisais allusion, qui est un livre écrit avec Emmanuel Terret, qui était assez précieux en 2008, qui s'appelait « Migration, fantasme et réalité ». Voilà. En fait, elle refait un peu ça, mais elle compacte les choses et elle le réactualise évidemment. Puisque donc l'idée, c'était de lutter contre les malentendus, les fantasmes, les imaginaires, et y compris les contre-vérités, les mensonges qui circulent sur ces sujets. Et à la fois, fourbir des armes pour lutter contre cette politique qui s'est réactualisée de manière assez dramatique. Alors, donc elle a toute une batterie d'arguments, on ne va pas revenir sur tous ces arguments, mais moi je pense que chacun de ces arguments compte, enfin donne des éléments importants. Il y a une documentation statistique, numérique assez précieuse aussi, je trouve. Je pense que, sans doute aussi à cause du format, elle va beaucoup trop vite sur certains points. Elle expédie la question, par exemple, à la fin d'un chapitre, elle dit il est évident qu'intégrer 1 million de migrants serait parfaitement gérable. Et puis rien n'est dit sur cette gestion-là possible et facile de la question. Elle est aussi trop expéditive sur la question des réactions à l'extrême droite. Enfin, elle se contente de dire qu'au fond, ces thèmes-là, du coup, ont été banalisés par les politiques, y compris socialistes, et que c'est ça qui rend la situation catastrophique. Vous parlez de plusieurs millions, mais enfin, par exemple, sur la France, elle explique bien que, par exemple, accueillir 7000 réfugiés… Alors, mais elle a parfaitement raison sur tous ces sujets-là, bien sûr. C'est quand même pas un appel d'air, comme on le dit, par rapport aux millions qui se trouvent au Liban, on est dans quelque chose de tellement dérisoire. Donc moi, je la suis sur la plupart des arguments qu'elle avance. Simplement, on regrette qu'elle n'ait pas étayé davantage, et puis il y a des pans entiers qui soient laissés dans l'ombre. C'est l'objet du livre, c'est un petit livre, évidemment très synthétique. Oui, mais il y a quand même des éléments… je trouve que c'est précieux aussi de lire le bouquin Xénophobie Business, parce que là, vraiment, il y a une réflexion sur et puis des choses très précises sur l'utilité des contrôles, la fonction à la fois économique, idéologique et politique de ce nouveau marché, enfin nouveau, ça commence déjà à faire plusieurs décennies que ça existe, mais et alors elle revient sur Frontex, sur l'entreprise G4S qui était en 2011 le deuxième plus grand employeur privé du monde, avec 650 000 salariés sur 110 pays. Donc il y a des choses qu'on ne sait pas en fait bien et qui sont à l'arrière-plan. Et je pense que pour moi c'est ce livre-là qui est le plus précieux en ce moment et qui fait émerger des choses moins visibles. Celui-là, j'ai moins appris, disons, mais je pense que c'est quand même en effet au plan pédagogique quelque chose de très utile. Ouais.
La France terre d'accueil, un peu une sorte d'idée un peu oubliée, ou comment, Emmanuel, vous avez lu ce petit livre-là? Non, mais autant j'avais été impressionné, intéressé par le précédent livre de Claire Audier, Xénophobie Business. Je trouvais c'est un vrai prisme. Bon là, autant, ça a été dit, il faut le périmétrer comme un livre, un livret même militant, avec beaucoup de choses qui passent. Moi, ce qui m'a dérangé dans ce livre, c'est le côté un peu prise d'otage émotionnel. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas inconditionnel, bon, vous êtes un sale raciste, vous êtes un réac, etc. Donc c'est ça qui m'a gêné dans la forme. Voilà. En revanche, il y a quelque chose qui m'a plu, c'est sur la terminologie. D'ailleurs, on va bien, on vasouille un peu parce que migrants, réfugiés, etc., eux, elles sont très claires, les deux auteurs, elles sont deux. Migrants, c'est bien. On va utiliser ce terme pour décrire la réalité. Et d'ailleurs, voilà, ce sont tous des migrants. Les réfugiés sont des migrants, les travailleurs, les migrants économiques, voilà. On met tout le monde dans la même barque, si j'ose dire. Et en plus, c'est vrai, ils utilisent la même barque. Et puis après, bon, c'est indistinct, toi. On va pas s'amuser à les trier. Et c'est là où ça me dérange. Je veux dire, on ne peut pas recouvrir d'une réalité militante. En tout cas, moi, ça ne m'aide pas à réfléchir. La diversité étonnante des migrations modernes au XXIe siècle. Ça me paraît impensable. Mais en même temps, est-ce qu'on peut dire quand même malgré tout que son militantisme est indexé à une expertise technique? Je veux dire, elle est quand même travaillée sur cette question depuis des années et des années. Je veux dire, la part d'idéologie, comme vous avez l'air de le dire, est quand même extrêmement, je veux dire... Elle est très... moi, je rejoins absolument les critiques formulées tout à l'heure. On passe à la logique des États. Alors, Angela Merkel, c'est Bambi dedans. Elle est très sympa. Voilà, oui, c'est un peu rapide. Elle a été coupée dans son élan. C'est un peu ce qui est. Comment dire, c'est fille de pasteur. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont passées à l'as. Et effectivement, quand mais est-ce que c'est pas parce que c'est le format du bouquin et l'ambition c'était de faire un tout petit livre? Oui, on est d'accord. Et par ailleurs, sur cette question-là précisément des réfugiés, elle n'est pas non plus seule. Enfin, je veux dire, énormément d'universitaires qui travaillent sur des questions. Je pense par exemple à quelqu'un comme Catherine Bell de Winden, par exemple, tout à fait. qui est une spécialiste un peu aussi de la question des frontières, partage globalement ces points de vue-là, que je ne pense Laurent Bouvet ne partage pas. Enfin, moi, c'est pas... Alors, Laurent. Il y a plusieurs aspects. C'est un livre, c'est un livre pédagogique. C'est un livre qui est fait pour être pédagogique, donc très court, avec des chapitres, des questions qu'on se pose et des réponses. Il y a des chiffres, il y a des choses très intéressantes et je partage ce qui a été dit. On apprend des choses. Le problème qui, là aussi, a été soulevé, c'est que c'est un livre fait... alors je ne sais pas si c'est un livre militant, mais c'est un livre fait par des gens qui, en dehors d'être des spécialistes, sont aussi des militants. Et la frontière entre les deux est très difficile, mais elle est difficile pour tout le monde. Et aujourd'hui, il n'y a pas de vision objective sur ces questions. Pourquoi? Et là, on rejoint le fond du problème de ce genre de livre, de celui-là en particulier, et de ce qu'écrivent, vous avez cité Catherine Vitol de Winden, Claire Audier, on peut en citer beaucoup d'autres, c'est que vous avez un prisme qui est le prisme humanitaire, le prisme d'ONG, le prisme d'associations qui s'occupent des droits de l'homme et qui s'en occupent bien et qui sont indispensables, qui sont disons des acteurs de la société civile qu'on doit valoriser et protéger. Mais le problème, c'est que c'est infra-politique. Et on est dans une crise politique. C'est-à-dire que la crise des réfugiés ou des migrants, peu importe comment on l'appelle, c'est une crise politique, c'est une crise européenne politique. C'est un des éléments, avec la question des dettes et de l'euro, qui sont des éléments au cœur de ce que aujourd'hui peut être l'Europe, de sa définition, de l'échec du projet tel qu'il a été construit, sans que ce soit l'échec de tout projet européen, etc. On est là. Or, un livre comme ça qui informe sur... c'est presque une information technique avec... Effectivement, je suis d'accord avec Emmanuel là-dessus, un tout petit peu de morale quand même. Parce qu'il est vrai quand même que quand on lit... la moraline, c'est emmerdant. Le problème de la morale, c'est que c'est pas mal en soi. Il n'y a rien qui est mal en soi. L'identité, c'est pas mal en soi. La morale, c'est pas mal en soi. L'immigration, c'est pas mal en soi. La frontière, c'est pas mal en soi. Après, c'est ce qu'on en fait. Le problème là, c'est que la morale, elle vient sur un discours expert expliquer que ceux qui n'adhèrent pas
au discours expert tel qu'il est tenu sont effectivement des gens qui soit n'ont rien compris, à minima, soit pire encore, on le voit bien notamment dans le petit chapitre sur l'extrême droite, sont finalement d'extrême droite. Et que toute politique qui ne serait pas strictement indexée sur le respect des préconisations des ONG, des associations humanitaires dans le traitement des immigrants, etc., traitement émotionnel, traitement sur effectivement les conditions de vie terribles. Par exemple, si on prend un sujet qui n'est pas stricto sensu la crise des migrants telle qu'elle s'est développée l'année dernière, mais qui est préexisté, c'est-à-dire Calais, Grande-Sainte, à côté de Dunkerque. Quand vous y allez et quand vous discutez avec l'ensemble des acteurs, vous avez effectivement des conditions indignes, humainement indignes de vie de ces gens qu'on parque, et là c'est bien décrit, et c'est décrit par beaucoup d'autres auteurs dans ces lieux, mais en même temps vous avez des populations qui vivent sur place, vous avez des gens qui, à Calais ou à Dunkerque, ne supportent plus, non pas ce sont des hommes, ce sont des parents, etc., qui ne supportent plus de voir des enfants dans ces conditions, mais qui en même temps ne supportent plus non plus l'impéritie à la fois des pouvoirs publics, les injonctions de toutes ces associations humanitaires qui les considèrent comme des salauds parce que de toute façon ils ne vont pas faire ce qu'il faut, parce qu'ils vont avoir des réactions par exemple sur la présence en centre-ville de ces gens qui peuvent mendier, etc. Et vous avez là-dessus des questions politiques et ce livre ne les aborde pas. Quand ils essayent de les aborder, c'est uniquement sous le prisme de la morale. Moi, c'est ça qui me gêne, c'est la confusion entre la morale et la politique. Le désir au départ, le constat que le discours des droits de l'homme ne suffit pas. C'est quand même le constat de départ. Oui. Ouais, et donc, on n'en est pas là à l'arrivée. Il y a une tentative de rationalisation beaucoup plus pragmatique des choses. C'est un peu raté sur la fin, dans les derniers chapitres. Notamment quand elles réintroduisent des questions un peu politiques sur l'extrême droite, etc. Ces chapitres-là n'étaient pas utiles pour ce petit guide. Pour ce petit guide, c'était pas utile. Elles auraient pu s'arrêter avant. Peut-être qu'on a plus retenu le début que la fin. Mais tout de même, sur cette question migrants, réfugiés, qui en parle ? Finalement, aujourd'hui, qui en parle vraiment, qui nous en parle? Eh bien, oui, ce sont aussi beaucoup les militants, parce que ce sont les gens qui vont sur place, qui connaissent le problème. Alors, évidemment, à Calais, il y a des hommes politiques qui peuvent se faire l'écho de ce que disent les habitants, des associations d'habitants, des gens aussi qui instrumentalisent le problème, et il l'a été, mais qui va voir ce qui se passe et dans les camps, y compris en Grèce, qui va voir ce qui se passe en Méditerranée, ce sont des militants. Et finalement, c'est les seuls à connaître, à part les réfugiés eux-mêmes, ce qui arrive vraiment sur des bateaux. Il faut avoir lu les reportages. On a lu récemment dans Libération des reportages, mais... Enfin, là, c'est l'émotion. Il y a un petit livre qui vient de sortir, d'ailleurs, je te recoupe 2 secondes, d'un journaliste du Spiegel, qui s'appelle Franchir la mer, chez Lux, et qui est un livre qui est assez remarquable, justement, la traversée d'un réfugié syrien, c'est impressionnant. L'émotion, tout le monde l'éprouve à la lecture de ces récits. Donc il faut régler le problème. À la visite. C'est ce qu'elle propose de faire. Il y a une méconnaissance, et donc là, c'est pour porter à notre connaissance d'une manière un peu moins émotionnelle tout de même le problème. Il y a une méconnaissance des politiques, et il y a un politique, le maire de Grande-Sainte, qui s'y est intéressé de près, qui a trouvé une solution politique. Et là, on a vu que c'était possible. C'est-à-dire qu'on pouvait trouver une solution bien plus viable, bien plus humaine, bien plus honorable et bien moins coûteuse. Oui, parce qu'elle met quand même le doigt sur beaucoup de contradictions qui ne résolvent absolument pas le problème. Donc on peut faire tellement de choses. Et c'est un peu ce que dit ce livre. On est d'accord, mais moi je ne suis pas d'accord sur la fin. C'est-à-dire que c'est bâclé, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Par exemple, il y a la question cruciale qui va monter des migrants climatiques et expédiés en 2 lignes. Or, celle-ci va poser des problèmes cruciaux. Si on lit par exemple le sociologue allemand Harald Welzer qui avait écrit Les guerres du climat et qui nous montre... Mais parce que ce que j'ai aimé, par exemple, dans ce livre, c'est qu'il va au fond du sujet politique. Il y a des terres qui rétrécissent, il va y avoir plus de gens. Qu'est-ce qu'on fait? Lui, c'est pas le hotspot des bisounours. Il y a vraiment quelque chose qui fait que... Non, c'est pas seulement ça. Elle dit quand même que qu'une politique responsable sera celle qui dira que ce problème va s'aggraver de toute façon structurellement avec les migrations climatiques. Elle le dit quand même. Donc, Encore une fois, c'est un livre d'intervention synthétique, court. C'est ce qu'on disait. C'est pas sa thèse. Périmétré. Voilà, c'est simplement que... Mais je pense que c'est un livre qui peut éclairer beaucoup de gens sur ces questions-là. Elle n'aurait pas mis les quelques notations
politico-morale à la fin, ça bon, aurait été très bien. Mais je pense que les gens le voient et peuvent se faire... On retient la tiédeur de nos amis, mais on défend quand même ce petit livre, au moins pour des raisons, j'allais dire, politiques. Voilà. Vous vous souvenez de ce film qui s'appelle Le jour d'après, à propos des migrants climatiques, où ce sont du coup les Américains du Nord qui veulent franchir le mur du Mexique, et ce sont eux les réfugiés climatiques, avec un retournement de situation absolument hilarant. La série sur AMC qui s'appelle Fear the Walking Dead, qui est le sequel enfin le préquel de Walking Dead pour ceux qui aiment bien les séries. On va rester un peu finalement dans... On va déplacer la discussion, mais en restant un peu finalement dans la problématique, j'allais dire, de l'autre, de l'altérité, de l'accueil, du réfugié, de cette manière, avec ce nouveau livre, ce nouvel essai de Achille Mbembe, Politique de l'inimitié, paru également aux éditions de La Découverte. Achille Mbembe, pour le situer rapidement, c'est un philosophe camerounais, qui écrit en français, qui est un vrai francophone, mais également anglophone, puisque d'ailleurs il enseigne à l'université de Johannesburg, en Afrique du Sud. Ça fait quand même une dizaine d'années que son travail commence à être assez, j'allais dire, reconnu, en tout cas lu, notamment en France, où il a publié plusieurs livres importants, comme par exemple Sortir de la Grande Nuit, qui était un essai sur l'Afrique décolonisée, qui était paru il y a 5-6 ans ou 7-8 ans. Critique de la raison nègre aussi, qui était son nom précédent, je crois, paru il y a 2-3 ans, à La Découverte toujours. Donc c'est un philosophe qui travaille vraiment sur la question, non seulement de la décolonisation, mais j'allais dire une question sur ce qu'il appelle une politique de l'humanité, comment repenser finalement un monde commun à l'aune d'aujourd'hui, avec vraiment une réflexion qui est, j'allais dire, nourrie par beaucoup de lectures. C'est quand même quelqu'un qui lit énormément, notamment Frantz Fanon, qui est un des auteurs auquel il fait beaucoup référence dans ce livre-là précisément, qui est un livre donc assez foisonnant, assez baroque, je crois qu'il divise pas mal nos chroniqueurs autour de cette table. Catherine, peut-être, j'ai envie de vous lancer un peu avec vous, commencer avec vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de moi, je trouve que c'est un penseur intéressant, même. Mais bon, il est connu en France en particulier à partir de 2000, de la post-colonie. C'est vraiment, et c'était un essai sur l'imagination politique en Afrique. Je crois que le sous-titre était celui-là. Et il est en effet formé. Et je trouve qu'il a une formation intéressante parce qu'elle est complexe. Il a commencé ses études à l'université de Yaoundé. Il a fait un travail, une thèse sur la naissance du maquis, donc la naissance du nationalisme au Cameroun et donc la guerre de décolonisation. Il est passé assez rapidement aux États-Unis, tout en restant extrêmement francophone, je dirais pas français, mais en tout cas sensible à la question, même si elle n'émerge pas absolument ces termes de la France-Afrique. Je crois donc quelque chose de très dur dans la relation, dans l'histoire des relations politiques franco-africaines. Et du coup, ça lui a donné une distance que je trouve intéressante à ces politiques au sein des études postcoloniales américaines, qu'il a complètement assimilées, mais avec lesquelles il a une distance qui lui vient justement aussi, je pense, de ce background qui est, maintenant reste là justement en arrière-plan, mais qui, à mon avis, a nourri beaucoup sa distance à l'égard des théories postcoloniales, même s'il se situe quand même dans ce... Oui, quand même. Voilà, donc moi, je trouve intéressant. Alors, le grand enjeu, en fait, le grand sujet de ce livre-là, c'est au fond... quelque chose qui a beaucoup occupé, mais sans véritablement qu'elle s'y confronte, les fameuses post-colonial studies, c'est le dépassement de l'humanisme. C'est la tentative de trouver un second humanisme, comme disait aussi donc, Césaire, Fanon lui-même, Senghor, etc. Et donc il revient sur toutes ces limites de l'humanisme premier, enfin ses apories, son effondrement même, et il essaye de retrouver ce qu'il appelle une politique des vivants par-delà l'humanisme. Donc qu'est-ce que ce serait qu'un par-delà l'humanisme? Et ça lui fait revenir à ce qui s'est joué au sein de la littérature africaine avec l'afrocentrisme, puis ensuite l'afrofuturisme, c'est-à-dire les tentatives de répondre au mythe de l'humanisme occidental, européen, par des contre-mythes, mais qui sont aussi des formes d'universalisme, un autre universalisme, un peu messianique pour l'afrofuturisme. Donc c'est cette enquête que je trouve assez intéressante sur les formes que prend ce qu'il appelle le mythe humaniste européen et les contre-mythes africains. Alors il part de cette question de l'inimitié.
politique de l'inimitié qui fait faire au monde ce qu'il appelle une épreuve. Hein. C'est un livre qui porte donc pas seulement sur l'après de la colonisation, mais vraiment sur le monde. Et donc, et alors c'est là qu'il y a une complication dans le livre, hein, où on accroche ou on n'accroche pas, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'il construit une analogie entre le sort qui était réservé aux esclavagisés et aux colonisés, hein, sous l'Empire, hein, sous les empires, et ce qui se joue aujourd'hui à l'intérieur et sous le règne de ce capitalisme global, hein, aux plus pauvres en fait, hein, sur l'ensemble de la planète. Et donc il dit il y a une sorte de savoir acquis par les nègres, hein, avec un grand N, hein, qui fait qu'ils retrouvent d'abord quelque chose, une place dans l'histoire de l'humanité, dans le genre humain, et c'est un des enjeux du livre là, et ils apportent quelque chose en fait à cette question, à ce grand débat sur l'universel, possible ou impossible. Il parle de l'universalisme français péteux. Alors voilà, dans un article, il s'est exprimé là-dessus, sur l'universalisme péteux de la France, qui est en fait un universalisme ethnique. Je trouve que c'est violemment dit, mais c'est tout à fait juste, profondément juste à mon avis. Il y a quelque chose de revanchard, moi c'est ça qui me gêne un petit peu dans le livre et parfois dans ses prises de parole. C'est-à-dire, voilà, vous êtes la vieille Europe, de toute façon c'est terminé pour vous, nous allons nous tourner le dos à l'Europe, alors que pour beaucoup d'écrivains africains, au contraire, il y a une incorporation de l'Europe et ça ne se joue pas du tout en ces termes-là. Donc moi c'est là la chose un peu problématique peut-être, mais je trouve que sur la critique de l'universalisme, alors il y a aussi cette dimension très baroque en effet d'écriture qui fait que le nègre apparaît comme une espèce de spectre qui hante l'Occident, qui fait partie de l'Occident à la manière d'un spectre, et donc il épouse au fond cette spectralité du nègre et ça lui fait décrire entre guillemets des paysages étranges, hein. Il y a une espèce de logique de l'hallucination qu'il suit, à laquelle il s'abandonne, et là on le suit ou pas, ça devient lyrique très clairement, hein, mais c'est aussi une manière d'opérer une catharsis, et là c'est tout le rôle que joue la référence à Frantz Fanon, qui a eu donc cette expérience, hein, très importante de médecin psychiatre en Algérie, qui est donc de Martinique, est venu s'installer, vivre et travailler, hein, et jusqu'au bout, et donc s'engager pendant la guerre d'Algérie là-bas, et auquel il revient par-delà, je dirais, les études postcoloniales à l'américaine, hein. Il y a une espèce de manière de se ressaisir de ce qu'il appelle la pharmacopée, en fait, hein, la pharmacie que devient l'œuvre de Frantz Fanon. Et je trouve qu'il y a une manière de relire Frantz Fanon qui est intéressante à cause de ça, à cause de cette espèce de décentrement. J'ai le sentiment que Laurent Bouvet n'a pas été aussi sensible à ce lyrisme-là. Non. En effet, c'est un livre comme l'ensemble, je n'ai pas tout lu, hein, je ne prétends pas avoir tout lu, mais je connais bien Achille Mbembe, enfin pas lui, mais son œuvre. Il y a quand même il y a deux problèmes. Bon, je laisse de côté le problème formel. Moi, je ne suis pas sensible à sa plume. Son style, à sa plume. Okay. C'est important parce que c'est un style empoulé pour moi. C'est un style flamboyant, mais c'est pas Salammbô, vous voyez, de Flaubert. ou même un style à la Régis Debray, vous voyez, un petit peu recherché. C'est vraiment avec du néologisme, des espèces de formules qui essayent de. Bon, moi je suis sensible à un style beaucoup plus classique et simple. Okay. Non, sur le fond, évidemment, c'est là le plus important, le plus intéressant. Bon, c'est quand même un livre qui nous renvoie à des sujets très actuels. C'est un livre qui tient pour moi de l'obsession identitaire, de ce que j'appellerais l'obsession identitaire. C'est-à-dire qu'il y a une manière que veut Mbembe de déconstruire le colonialisme, la domination occidentale, évidemment, qui a aussi inventé l'économie de marché et le capitalisme. On est dans l'intersectionnalité, comme on dit aujourd'hui, dans les départements de sciences sociales, dans les pays anglo-saxons et maintenant même dans certains ici. Donc, c'est assez simple, c'est-à-dire que tout ce qui va pas, enfin tout ce qui est mauvais, tout ce qui est dominant, tout ce qui est oppresseur, tout ce qui est le mal, parce qu'on retrouve aussi, on parlait tout à l'heure de la morale, mais il y a vraiment cette idée-là, c'est l'Occident, c'est l'Europe, c'est les Blancs. Tout ce qui peut sauver l'humanité,
dans la perspective d'un autre humanisme, tout ce qui peut aller au-delà, tout ce qui peut enfin révéler, y compris en termes de réalité, de la pulsion sexuelle, que ce ne soit pas simplement du désir tout à fait... parce qu'il y a aussi la psychanalyse qui est très présente, pas simplement à travers la figure de Fanon, mais de manière générale. Tout ce qui peut révéler un véritable désir, un beau et un bel et bon désir, et non pas cette espèce de désir de domination dans le sexe, etc., qui est évidemment celui des Blancs par rapport aux nègres, aux Noirs et aux nègres. Ça ne peut venir que de l'extérieur de l'Occident. Donc tout est construit de cette manière. La seule question que moi je me pose toujours par rapport à ce genre de propos, c'est que l'ensemble des outils de la déconstruction vient de l'Occident. L'ensemble des outils intellectuels qu'utilise Achille Mbembe vient de l'Occident. Donc il y a une difficulté pour moi, qui est une difficulté méthodologique, et je vais l'illustrer juste sur l'universalisme, puisque ça a été évoqué, que c'est un sujet évidemment qu'il aborde, qui est comment est-ce qu'on déconstruit une philosophie, un propos, une histoire, etc., à partir d'outils qui ont été forgés au sein de cette philosophie. Et par exemple, sur l'universalisme ou l'humanisme, il est extrêmement intéressant de voir que finalement, ces références qui sont de mauvaises références occidentales veulent être réappropriées par d'autres, parce qu'on est quand même dans le choc des civilisations, quasiment. Enfin, c'est vraiment, il ne dit pas comme ça, mais c'est vraiment l'idée qu'il y a des civilisations différentes et qu'il y en a quand même de meilleures que d'autres, puisque la civilisation occidentale étant tout à fait corrompue en raison de ses crimes. C'est pas dit comme ça. Les Blancs. Les Blancs, non, ah ben non. Il y a le nègre qui est une figure très particulière. Oui, bien sûr. Il ne parle pas des Blancs. Non, mais ça, c'est l'Occident. C'est l'Occident. Mais l'Occident se dit que c'est pas l'Asie, vous voyez. C'est exactement la théorie postcoloniale. Oui, c'est la théorie postcoloniale. Simplement, elle a comme chez Mbembe, elle a un certain nombre de défauts dont il a, et je termine juste sur l'universalisme, le problème de dire effectivement universalisme français péteux, etc., enfin, au lieu de renvoyer comme ça, un peu peut-être rapidement, c'est absolument pas un universalisme ethnique, là je ne vois pas du tout comment on peut qualifier l'universalisme à la française d'universalisme ethnique, ça me paraît extrêmement compliqué. Simplement, il y a d'autres approches qui sont très intéressantes dans la déconstruction de l'universalisme, qu'on pourrait appeler de surplomb, qui impose aux autres sa vision, etc., et qui a été le cas, effectivement, dans la colonisation, qui a été le cas, effectivement, de la domination de l'Europe, en gros, de la fin du XVe siècle jusqu'au XXe siècle, bien sûr, et avec tous les crimes que ça a entraîné. Ça, le problème, c'est qu'il n'est pas question de nier ça, simplement, le problème, c'est que c'est à l'intérieur de cet universalisme qu'il y a eu la possibilité de renverser et de revenir sur l'histoire, de reconnaître ces crimes, de les condamner, d'inventer, il en parle un moment, le crime contre l'humanité, etc., l'idée de génocide, tout ça, ce sont des inventions qui viennent précisément de la pensée occidentale, pas d'autres pensées. L'universalisme, plutôt que l'universalisme de surplomb, il y a par exemple un auteur américain qui s'appelle Michael Walzer, un philosophe américain, qui a bien caractérisé ce qu'il appelle un universalisme réitératif, c'est-à-dire où on trouve des éléments commun dans l'ensemble des civilisations, dans l'ensemble des sociétés, et on voit bien qu'aujourd'hui c'est un enjeu très important par rapport à la religion par exemple, on trouve dans l'ensemble des sociétés et des civilisations, dans l'ensemble des religions aussi, des éléments communs, d'une humanité commune. Et c'est ça l'humanisme, et l'universalisme de l'humanisme. Je ne suis pas sûr qu'il soit en désaccord avec vous là-dessus. Si, parce que le monde commun, c'est l'Occident n'en fait pas partie. Ouais. Est-ce que Louise, vous êtes un peu de ces critiques? Certaines critiques, oui, enfin, je les entends, on n'est pas totalement d'accord. Je trouve qu'il y a beaucoup d'idées dans ce livre qui fait quand même réfléchir. Bon, après tout, c'est pour ça qu'on lit des essais, tout bêtement. J'avais jamais lu Achille Mbembe, je l'avais entendu sur France Culture. J'ai quand même un petit peu cherché le propos, c'est-à-dire que le titre, bon, on arrive, il y a beaucoup de méandres, tout l'aspect psychanalytique est quand même un petit peu compliqué, donc... parfois, voilà, j'avais un petit peu besoin de me poser, de réfléchir vraiment à ce que je lisais pour resituer le propos. C'est peut-être un peu dommage. C'est son livre, écrit de la manière la plus facile. Bon, peut-être que le prochain... un indice sur les autres, alors, peut-être que le prochain sera plus accessible pour moi. Après, je ne suis pas universitaire. Voilà, vous avez d'ailleurs fort bien expliqué, Catherine. C'était intéressant d'avoir aussi votre présentation et assez éclairant, finalement, par rapport à ma lecture. C'est un très bon orateur.
orateur, quand on l'interviewe, ce qui m'arrive parfois, il est très clair. Il est très clair à l'oral. Vraiment. Du coup, je l'avais écouté et je pense que c'est un bon prof aussi. C'est très intéressant. Alors, la réflexion, c'est quand même une réflexion qui est intéressante pour nous aujourd'hui, la société française, la France et l'Europe. C'est-à-dire, est-ce qu'on devient une puissance petite? C'est une question qu'on s'est beaucoup posée pour la France et la pose pour l'Europe. Quand même, oui. Alors peut-être, on est moins au centre du monde. C'est quelque chose qu'il faut accepter, réfléchir. Peut-être qu'aussi on vit dans un endroit où la mesure de toutes choses. Ça fait un moment. C'est pas très nouveau. On peut parler de l'URSS, on peut parler de la Chine, on peut parler des États-Unis. On dit que c'est pas nouveau. Bien sûr, mais là, moi, c'est quelque chose que je disais plus pour la France qui se réfléchit comme nation. Bon, voilà. Et puis, laissez-moi le lire comme ça. Ensuite, il interroge, d'interroger le projet humaniste occidental et sa part d'ombre. C'est toujours intéressant. Eh bien oui, mais c'est pas nouveau. Mais on y revient. Non, mais c'est nouveau. On dit qu'on réfléchit et il y réfléchit à sa manière. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà, le colonialisme. Eh bien oui, ce sont encore des sujets qu'on n'a pas totalement explorés dans la société. On se le prend dans la figure à plein de moments, à plein d'endroits, de plein de manières différentes. Cette réflexion, on ne l'a pas épuisée et c'est bien. Alors, on connaît bien les travaux de Pascal Blanchard, pour citer le truc le plus évident. Et quand on parle de l'école aussi, voilà. On peut aussi lire ça pour voir aussi quand ça vient vraiment. D'ailleurs, il travaille en Afrique du Sud, c'est pas inintéressant non plus, Achille Mbembe. Comment il noue les choses. Je répète, c'est un peu dommage que ce soit si compliqué. Sur le racisme, et ce qu'il dit sur ce racisme si présent, il y a d'abord l'idée de dire qu'il est partout, tout le temps. Moi, ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu, mais d'une manière... Alors, c'est très prosaïque, c'est parce que moi, je ne vis pas cette réalité-là. Je ne suis pas comme ça. Je suis un produit post-colonial moi-même. Et c'est intéressant aussi de voir comment on reçoit les choses quand on vit en Occident et qu'on n'est pas blanc. Parce qu'il y a des gens qui vivent en Occident et qui ne sont pas blancs et qui ne sont pas non plus en situation de reclus de la société. Voilà, alors il y a peut-être des réalités qui ne sont pas encore prises en compte. Ensuite, et il faut revenir au titre, et on n'en a pas vraiment encore parlé, sur la politique de l'inimitié. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a besoin d'ennemis? Et c'est la question aussi qui est posée. Alors finalement, c'est qu'un chapitre du livre. Mais on aurait besoin d'ennemis, on serait en train de s'en créer. Et il y a quelque chose de très dynamique et qui parle vraiment de la situation d'aujourd'hui. On la vit là tout de suite. On a besoin d'ennemis, les politiques ont un discours très martial. Après les attentats, on a quand même un président qui a dit on est en guerre. Normalement, la guerre, c'est pas comme ça que ça arrive. C'est un peu plus compliqué avant de pouvoir se déclarer en guerre. Donc, Donald Trump aux États-Unis, ce discours martial tout le temps, partout, ce besoin d'ennemis. Ensuite, il va un petit peu loin, Achille Mbembe, c'est-à-dire qu'il en est presque à dire que ces ennemis, on les crée, on les favorise, on en serait un petit peu les instigateurs. En fait, il appelle à une politique de l'amitié, pour reprendre l'expression de Jacques Derrida. Finalement, c'est un clin d'œil d'ailleurs. Pas avec tout le monde. Non, il faut il maintient des ennemis, parce que les ennemis, ce sont ceux qui ont commis le plus grand crime. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec cette manière-là de présenter les choses. Au contraire, l'inimitié, c'est un repoussoir très clair de tout le livre. Toute la référence à Fanon et à son éthique du passant va contre. Vous voulez lire un petit, on va lire un petit extrait. Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps, mais c'est très court. Il n'appelle pas du tout à la l'inimitié comme une solution politique, au contraire. Il appelle à des solutions politiques et d'organisation pour dépasser ces questions-là. Je vais lire un passage, c'est la page 145, sur l'afrocentrisme, sur la critique externe donc, de l'universalisme, etc. Donc il y a deux versions, vous en avez parlé tout à l'heure, Catherine, l'afrocentrisme et l'afrofuturisme. La première, afrocentriste, vise à démystifier les prétentions universalistes de l'humanisme occidental, ce qu'on a dit tout à l'heure, et à poser les fondements d'un savoir qui puiserait dans l'histoire de l'Afrique elle-même, ses catégories et ses concepts. Dans cette perspective, la notion d'humanisme ne constituerait en dernière analyse qu'une structure d'effacement de la profondeur historique et de l'originalité nègre. Voilà, donc on est dans une manière de reconstituer l'amitié, l'humanisme, la possibilité d'une entente, d'un lien social, etc., d'un commun,
mais qui est quand même extrêmement particulière. L'amitié de Derrida, c'est au contraire, c'est aussi un anti-humanisme. Oui, exactement. Il s'agit de dépasser cet humanisme-là mais en faisant appel à d'autres raisons qui sont les lumières noires, qui ne sont pas les anti-lumières. Le problème, c'est que... Qui sont un marronnage des lumières. Quand on dépasse l'humanisme, on perd aussi beaucoup de l'humanisme. C'est un sujet essentiel. C'est exactement le propos qui est le sien. Il ne faut pas perdre l'humanisme, c'est pour ça aussi qu'il revient à Fanon. Le problème, c'est qu'on a vu historiquement que c'était compliqué de... La conversation est intéressante. Emmanuel, juste pour finir, il y a tout et n'importe quoi dans ce livre. C'est les méandres, j'ai entendu les méandres. C'est exactement ça. C'est du Édouard Glissant sans Glissant, c'est du Frantz Fanon sans Fanon, et finalement c'est du Achille Mbembe sans Mbembe. C'est un non-livre, et c'est ça la difficulté de ce bouquin. Il tient effectivement par ce titre très sexy, très attirant de politique de l'inimitié. Ouais. Non, mais parce que ça ne... Schmitt, d'ailleurs, lui aussi. Mais exactement, on en parlait. On en parlait dans la précédente émission avec Chantal Mouffe, reprenant la figure de Carl Schmitt, le besoin d'ennemis, etc. Non, je trouve le livre... en fait, je n'ai pas compris le fil conducteur. J'ai toujours pas... même si vous m'avez plutôt bien éclairé. J'ai l'impression qu'il a mis plusieurs textes, en fait. Voilà, c'est un livre... alors, il parle beaucoup de la pensée du passage. Hein, la nécessité de la pensée du passage. Du passant, oui. Je crains qu'il ait écrit le livre en passant, en fait. C'est-à-dire qu'on ne voit pas très bien ce qu'il signifie. Oui, bon. Je l'avais peaufiné. Non, non, en revanche, bon, sur l'écriture, c'est ça qui est intéressant avec ce livre. On peut picorer ce qu'on veut. Hein. Mais moi, je suis assez sensible, en fait, à l'écriture, là, un peu délicate, comme un origami. Il y a des jolies choses, quoi. Une forme narcotique aux préjugés de couleur, par exemple. J'adore cette expression. Voilà. Il y a beaucoup de choses, on picore, mais finalement, moi, j'ai pas lu un livre, j'ai lu quelqu'un qui aimerait bien en écrire un. D'ailleurs, j'attends en revanche avec impatience le prochain, l'afropolitanisme sur la modernité africaine. Lui, parce pour l'abolition des frontières en Afrique. Parce que là, c'est ça qui me paraît plus intéressant. C'est ça qui me paraît moderne. Là, on a peut-être quelque chose. C'est ça qui me paraît moderne, c'est-à-dire, voilà. Mais franchement, il y a aussi une critique de l'Afrique. J'ai 20 ans, je comprends. En lisant ce livre, je ne comprends rien de l'Afrique, comme chez beaucoup d'autres auteurs sur le post-colonial, ce sont les conséquences de l'occidentalisation et de la colonisation. Bon, Achille Mbembe, Politique de l'amitié, on va s'arrêter là parce qu'on doit enchaîner. C'est quand même un livre assez stimulant, avec les réserves que chacun a autour de cette table. Donc, Politique d'amitié à la découverte. On va terminer cette émission avec un autre livre, cette fois-ci un livre plutôt d'économie, même si c'est une économie politique quand même assez, voilà, et assez, j'allais dire, presque habitée aussi par une vision un peu philosophique même du monde. Paul Jorion, Le dernier qui s'en va éteint la lumière, essai sur l'extinction de l'humanité chez Fayard. Donc rapidement, Paul Jorion, pour le situer dans le champ intellectuel, c'est quand même quelqu'un qui est aujourd'hui un discours assez fort, qui est un économiste, qui a beaucoup travaillé sur les marchés financiers. Et il est même connu pour avoir notamment prédit avant tout le monde, soi-disant, c'est un peu une étiquette un peu publicitaire, mais c'est vrai, la crise des subprimes de 2007-2008. Donc comme s'il y avait chez lui quelque chose de prophétique, en tout cas de visionnaire, en tout cas de suffisamment lucide sur les mécanismes même du capitalisme financier aujourd'hui, qu'il ne cesse de critiquer. Et dans ce livre, il nous explique finalement que le monde va à l'agonie tout simplement, qu'il organise sa propre disparition, notamment tout simplement parce qu'il ne s'est pas émancipé de sa propre pulsion, j'allais dire, capitalistique fondatrice, notamment la logique du profit, et dont on n'en sort pas. Et donc depuis 2008, d'ailleurs, rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que ce capitalisme à l'agonie prédit par Paul Jorion vous a capté, effrayé, intéressé, stimulé je vais le prendre parce que c'est quand même le mien. Non, mais Jorion, il est intéressant comme une pochette surprise, parce qu'il est économiste, il est psychanalyste de formation, je crois, il est anthropologue aussi. Anthropologue, doctorat d'anthropologie. Ouais, voilà, sociologue. Ouais. Donc il a ce goût pour, j'allais dire, l'encyclopédie du monde. Donc il mixe, il malaxe des tas de références.
Et voilà. Donc ça, c'est peut-être l'aspect le plus sympathique du bonhomme, qui par ailleurs est un polygraphe fou, qui a peut-être inventé d'ailleurs un nouveau statut d'intellectuel, parce que son blog est financé par des dons. Ouais. Moi, qui l'ai interviewé dans un espace public, je peux vous dire qu'il est effectivement, beaucoup de gens l'approchent comme si c'était le prophète, un oracle domestique très intéressant qu'il faut absolument soutenir avec de l'argent, etc., etc. Donc Paul Jorion, c'est un personnage pas central de la vie intellectuelle française, mais bon, qui est là et qui écrit, à mon avis, beaucoup trop. D'ailleurs, ce livre en est une illustration. Ça part donc sur l'idée de le genre humain, l'espèce humaine, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle va devenir. Et bon, donc alors ça commence par l'économie, mais ensuite, de mon point de vue, ça part en vrille, parce qu'à la fin, c'est quand même une interrogation sur le post-humain, avec quand même pas mal de truisme à la clé, hein, sur la question. En fait, il pose une question, il fait du copier-coller de livres, de coupures de presse, etc. Mais le dernier qui s'en va éteint la lumière, oui, mais encore faudrait-il qu'il y en ait une. Voilà, donc je ne suis pas sûr, que ce livre soit utile à la bibliographie de Paul Jorion. Catherine, moi, je ne connaissais pas Paul Jorion avant de le lire. J'ai un peu écouté, regardé son blog, en effet. J'ai entendu aussi des entretiens avec l'agence Tous Geeks, qui est un entretien très très long, assez intéressant, hein, très précis. J'ai trouvé le livre intéressant, et moi, ce qui m'a frappé, c'est son côté apocalypticien, en fait. Je dirais que ça m'a fait penser à Reinhard Koselleck, et à tout ce qu'il dit sur les analogies entre les anciens schémas apocalypticiens et puis le discours sur le progrès, sauf qu'ici, le discours sur le progrès est devenu un discours sur la catastrophe, et que ce n'est plus une apocalypse, puisque c'est une catastrophe étayée scientifiquement. Et là aussi, il donne quand même tout un ensemble de choses que je trouve utiles. Mais évidemment, il y a du coup une espèce d'ambiguïté. On est à la fois dans le ton du prophète, c'est trop tard, hein, ça y est, c'est la fin du monde, et à la fois, si on peut encore peut-être retroussons nos manches et faisons quelque chose. Et il y a tout un aspect propositionnel que je trouve assez précieux aussi. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est du côté, dans la deuxième partie, dans l'anthropologie, je n'ai pas vu que des truismes, la réflexion sur la conscience. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui l'intéresse, ce qui le trouble, c'est qu'on laisse tomber cette histoire, c'est que l'espèce humaine accepte de s'éteindre. Si on part évidemment de toutes les données telles qu'il les présente. Et je trouve que c'est un vrai problème, en fait. Et là, il aboutit au fond, une espèce d'autre déclin de l'Occident. Et il dit, c'est dans son entretien, ça plutôt, que ce qui l'a intéressé, c'est que les Chinois ont réagi immédiatement à l'apparition de son livre et l'ont fait traduire. Parce qu'eux ne sont pas dans ce déclinisme, dans ce renoncement, dans ce deuil anticipé de l'espèce. Et ils ont envie que quelque chose d'autre arrive que ça, que cette fin-là. Et je trouve que cette réflexion-là, aussi sur notre incapacité au fond de la conscience, hein, tout le chapitre sur la conscience, moi je les trouve intéressants. C'est-à-dire que la conscience c'est une espèce d'après-coup adaptatif qui fonctionne au fond, qui est une forme de mémoire, et que cette mémoire visiblement ne nous arme pas pour prendre des décisions. Les décisions qu'il faudrait, en fait, toutes qui sont parfois difficiles à prendre, mais très simples, hein, de point de vue de l'intention politique qu'elles supposeraient. Et ça, je trouve que c'est très, très important et que c'est un vrai enjeu qui nous guette, à mon avis, quand même. Louise ? Très important, mais alors pas totalement connecté au reste du livre. Moi aussi, l'avancée des neurobiologies, je trouve ça intéressant. Voilà, en fait, on croit qu'on a pris une décision. En fait, c'est le cerveau reptilien qui nous a engagés à faire telle ou telle chose. C'est comme pour l'apprentissage de la lecture, on découvre des choses tous les jours, mais on ne sait pas si ça va nous être très utile. Alors, pour revenir au livre, moi, j'avais un titre de remplacement. On va tous crever. C'est, pour le coup, apocalypticien, c'est une spécialité qui n'est peut-être pas le seul à avoir adopté. C'est plus intéressant dans la littérature, ces trucs-là. Ça fait peur, on se fait peur. Heureusement qu'il y a d'autres parties du monde où les gens pensent que voilà, on a des solutions pour l'espèce humaine, hein, qui est donc appelée à s'éteindre. Moi, j'ai pas vu beaucoup de notes d'espoir, en fait. On termine en disant non, mais ce sont peut-être des robots qui vont, je spoil la fin, qui vont nous remplacer, mais en fait, ce sera un peu comme nos enfants. C'est quelqu'un qui a énormément d'humour. Hein. Son prochain livre, ça va s'appeler Qui étions-nous ?
C'est vrai ça? Oui. Donc, oui, il me donne ses propositions, dit-il. Il y a de l'humour, mais je pense qu'aussi, pour nourrir son propos, il ne prend qu'un certain nombre de faits. C'est-à-dire que, est-ce que l'espèce humaine va s'éteindre? Est-ce qu'il n'y a pas de solution? Bah non, il y a plein de chercheurs qui cherchent et qui trouvent, voilà, on lit un peu, il y a des gens qui sont en train de... Oui, mais alors, c'est un peu superficiel. Il y a un petit peu ce côté, je l'ai lu dans le journal, je l'ai vu dans un film. Là, pour le coup, c'est rapidement. Et pour quelqu'un qui est présenté comme un intellectuel, enfin moi, je parle comme ça dans la vie. Hein, souvent, je dis ça, je l'ai lu dans le journal. Donc, j'ai lu qu'on pouvait transformer le CO2 peut-être en matière solide, en roche. C'est intéressant, donc il aurait pu le mettre dans son comme dans télécharger son bouquin. Le cerveau, puisque c'est oui, voilà. Non, mais qui... donc moi j'ai peut-être parce que j'ai cette vision trop occidentale que l'humanité progresse et progresse toujours, parce que j'ai des enfants, parce que je compte en faire d'autres, parce que donc c'est occidental. C'est une douteux. Non, mais c'est douteux. En fait, c'est un peu rapide. On n'est pas totalement convaincu, et pour un propos aussi grave, quand on dit des choses aussi graves, il faudrait peut-être étayer un peu davantage. Après, moi, je me suis dit, bah, tiens, il faudrait peut-être que je relise Philippe K. Dick, Blade Runner, parce qu'en fait, ce monde-là, ce monde post-apocalyptique, il est parfaitement décrit, plutôt dans la littérature américaine. Aujourd'hui encore, dans des fictions d'anticipation, il y en a énormément qui s'adressent aux jeunes et qui rencontrent un grand succès. Moi, ça m'intéresse toujours de voir comme la littérature jeunesse, même un peu cheap, hein, ou les films comme Hunger Games parlent aux ados d'aujourd'hui de ce monde qui nous décrit, et peut-être d'une manière parfois plus subtil. Oui. Mais s'inscrit dans un courant intellectuel qui remonte à Gunther Anders, par exemple. C'est un semeur de panique. On s'est familiarisé à cet imaginaire, mais que cette familiarisation ne nous permet absolument pas de prendre des décisions politiques. Et c'est peut-être là que, par ça que j'aurais dû terminer, c'est-à-dire à quoi nous sert tout ce savoir finalement. Et pour moi, c'est ça. Non, mais c'est pas seulement Jorion, et c'est peut-être ce qu'il aurait dû peut-être mettre en valeur davantage dans cet essai, dire qu'on a beau savoir, eh bien, on n'arrive pas à prendre la mesure. C'est un problème qui pose, c'est un vrai problème quand même. C'est ce qu'il dit. Oui, Laurent, il est là aussi. Enfin, pardon. Non, allez-y. Non, mais il est ni le premier ni le seul, et il fait moins bien que les autres. Donc c'est quand même un souci. C'est-à-dire que moi, je trouve Paul Jorion, depuis sa célébrité, parce qu'il a, avec beaucoup d'autres, dit ce qui allait se passer dans la crise des subprimes, cette espèce de folie, de titrisation, comme on disait, excessive des titres. Ok, sur les marchés, il est devenu une sorte de gourou. Effectivement, c'est assez impressionnant. Et c'est un livre de gourou. C'est le gourou de secours. C'est-à-dire, on met tout ce qu'on veut... tout ce qu'il a lu dans le journal, tout est dans tout. Et finalement, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à... Alors, il y a des citations... alors, c'est bien pour la philo, pour le bac philo terminal. C'est fini, là. C'est dommage, hein, mais enfin, j'espère. Bon, parce que là, il y a plein de citations de plein d'auteurs. Donc, alors, il cite des auteurs. On ne sait pas toujours si c'est très à propos. Il ne va jamais dans le détail. Il n'essaye pas de mesurer... tout ce qu'il raconte, si ça a une réalité, notamment effectivement à la fin sur une réalité scientifique, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce côté, on va tous mourir, ça va être horrible, et on ne fait rien parce qu'on est des abrutis complètement bloqués par le capitalisme, parce qu'évidemment c'est ça, sa célébrité, c'est qu'il critique le capitalisme. Bon. Il n'est pas le premier, quoi. Okay. Donc, c'est un livre qui, franchement, j'ai beaucoup de doutes sur la nécessité de faire des livres comme ça. Du capitalisme aujourd'hui, semble rencontrer un public et porte. Et ce livre est un support, en fait, pour continuer aussi à s'exprimer dans les médias, enfin, j'imagine, et à prendre la parole dans l'espace public. Mais les anciennes critiques du capitalisme, elles sont vieilles comme le capitalisme, fonctionnent un peu moins bien, même électoralement, alors que quand il dénonce le fait que les riches s'enrichissent... Il y en a des meilleurs, quand même. Oui, mais lui rencontre son public, donc c'est peut-être quelque chose qu'on n'arrive pas aussi à évaluer. Le fait que les gouvernements ne tiennent pas compte des expertises de ce type-là, ça c'est un vrai problème. Et alors par contre, lorsqu'il dit que le prince devrait devenir philosophe et le philosophe devrait être là, par contre, dérive complète, et il se réclame de la République de Platon. C'est là qu'à ces moments-là, c'est ça la philo. Oui, non, mais en effet, là, ça devient un peu... Ok, donc je vois bien que c'est un livre qui ne fait pas, disons, consensus absolu. C'est un livre à picorer. Un film un peu mineur pour vous. Alors, peut-être parce qu'on doit terminer cette émission...
peut-être des coups de cœur qui donnent envie à des lecteurs de lire d'autres livres. Qu'est-ce que vous avez chacun apporté avec vous pour stimuler le désir de lire des essais? Catherine, peut-être? Moi, j'ai apporté un livre de Marc-Yann Camichin, qui s'appelle La Zone. Oui. Je ne sais pas où, il faut que je montre ça. Ouais. Et alors, c'est quelqu'un que j'avais entendu parler à propos de Tchernobyl, c'est de ça que parle le livre. Il y a eu un colloque à l'INALCO il n'y a pas longtemps, et je l'ai regardé s'exprimer. Il avait l'air d'être à la fois là et pas du tout là, avec un air goguenard très intéressant, à mon avis. Et j'ai regardé le livre, je le trouve intéressant aussi du point de vue littéraire. Bon, c'est un de ceux, c'est la génération qu'on appelle les enfants de Tchernobyl. Il est né en 1988, donc 2 ans après l'explosion. Et c'est un de ces marginaux qui est ukrainien et qui régulièrement va passer des séjours dans la zone interdite, dans les 30 km autour de Tchernobyl, de la zone d'explosion, et qui expérimente des choses, une espèce de dérive au sein d'un territoire qui est devenu une espèce de territoire enchanté et qui rencontre toute une série de vagabonds, de clochards ou de jeunes qui viennent chercher là et ne savent pas quoi. Donc il y a une espèce d'envers de la société ukrainienne, russo-ukrainienne, qui je trouve est intéressante. Artaud. Artaud, très bien. Merci. Emmanuel, rapidement. Alors, j'avais envie, avant de venir, de recommander Une traversée de Paris, de Éric Hazan, qui, quand il ne publie pas des bouquins bizarroïdes, peut faire de bons livres. Et puis, donc je l'ai oublié. Et puis sur nous, je voulais proposer les dossiers et les cahiers de Lerne qui sont dédiés à Edgar Morin pour plein de raisons. Edgar va fêter ses 95 ans le 8 juillet. Ce bouquin est intéressant parce que Edgar Morin, finalement, n'est pas si lu que ça en France. C'est une superstar en Amérique latine parce qu'il a ouvert une idée de troisième voie entre le castrisme, le chavétisme et l'ultralibéralisme. Vraiment, il est décoré, ça fait rire Laurent, mais c'est vraiment. Ouais. C'est l'idée de troisième voie. Edgar Morin, c'est effectivement le sociologue, mais c'est aussi le philosophe. Le bouquin est très bien parce que il exhume des tas d'archives, y compris un premier roman qui est très très Cahier beau. de Lerne, Cahier de Lerne, dirigé par François Livonnet. Très bien. Louise, quel est le livre que vous avez envie de nous conseiller? Je vais parler d'école parce que je lisais beaucoup de littérature ces derniers temps et donc j'étais plongée dans Bolagno, donc j'ai un peu moins d'essais. Mais pour France Culture, où d'ailleurs j'avais reçu Edgar Morin et c'est toujours assez génial de l'interviewer, enfin moi c'était mon unique fois. Donc ce livre, L'école des réacs républicains, c'est un nouvel éditeur, Libertalia, engagé très à gauche, et c'est pas rien de le dire. Donc c'est Grégory Chambas qui est enseignant, le maire de Mantes, là où il enseigne, est FN, c'est un prof. Il s'est posé la question aussi du discours assez réac qui traîne autour de l'éducation et qui a un petit peu envahi le champ. Alors, à la faveur aussi des contestations des dernières réformes, dans celle du collège, ça fait quand même réfléchir sur aujourd'hui ce que c'est qu'une certaine domination intellectuelle, même si moi je ne partage pas toutes les idées de Grégory Chambas, je trouve qu'il y a quelque chose dans l'analyse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pédagogie, il faut forcément s'en méfier, l'innovation... c'est pas bien, il faudrait revenir aux bonnes bases de l'école d'avant, qui ne fonctionnaient pas, enfin, pas si bien, on ne le dit pas suffisamment. Après, dans une dernière partie, il s'essaye un petit peu à proposer un projet. Mais en tout cas, sur la critique et les glissements idéologiques qui s'opèrent aujourd'hui sur le sujet éducatif, c'est quand même très intéressant. Rappelle-moi le titre. Les réacs publicains, l'école des réacs publicains, la pédagogie noire du FN et des néoconservateurs. Il y a aussi chez cet éditeur le témoignage d'une enseignante, Véronique Decker, à lire. Absolument, c'est passionnant. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Laurent, votre lecture? Alors moi, je l'ai oublié malheureusement, mais c'est un livre d'un auteur qui est à la fois un journaliste et un universitaire québécois qui s'appelle Mathieu Bock-Côté, qui s'appelle Multiculturalisme comme religion politique et qui est publié au CERF. Et c'est un livre, c'est un essai d'intervention qui est très intéressant parce que Mathieu Bock-Côté, comme québécois, donc dans le contexte québécois-canadien, évidemment apporte une lecture du multiculturalisme et des questions qui se posent
au Québec et au Canada avec une acuité depuis des années très forte, qui éclaire, et il le fait de manière très intéressante parce qu'il connaît très bien la société française, qui éclaire nos débats de manière tout à fait passionnante. Et sa thèse, effectivement, c'est que le multiculturalisme au sens, non pas du simple constat, du fait qu'il y ait une société multiculturelle, parce que ça, c'est pas son propos, ça c'est un constat qu'on peut faire très largement, mais que le multiculturalisme est devenu un projet politique pour toute une partie de la politique, une partie de la société, des acteurs, etc. Et donc il déconstruit ce projet en montrant les dangers d'un tel projet, notamment dans la dilution de la possibilité de ce qu'on appelle trivialement désormais le vivre ensemble, ce qu'on pourrait appeler plus précisément de ce qui nous est commun, c'est-à-dire la destruction de ce qu'on peut mettre en commun en mettant sans cesse en avant plutôt ces différences, ces identités variées, X ou Y. Très bien, merci. Moi je conseille un livre d'histoire chez Gallimard, Moderne sans être occidental aux origines du Japon d'aujourd'hui par Pierre-François Saury, une étude passionnante sur la modernité occidentale à la lumière de la modernité japonaise qui, contrairement à ce qu'on imagine, a été extrêmement importante au 19e elle-même. Et tous les concepts occidentaux de l'autonomie, d'individualisation existaient au Japon aussi, de manière un peu différente. Et c'est une analyse magnifique, un peu dans la tradition de l'histoire globale, un peu à la Jack Goody, le vol de l'histoire. C'est très très bien. Et rapidement, ce que j'ai le droit d'avoir un deuxième, le dictionnaire des concepts nomades dans le sens humain, le tome 2 chez Métallier, qui est dirigé par Olivier Christin, qui est une manière d'analyser aussi les concepts de sciences sociales, comment ils sont eux-mêmes, disons, indexés à des traditions nationales, linguistiques. Et donc, on peut, voilà, comme pourquoi le terrorisme, le peuple, le dévouement, la nation, la créolisation, le genre sont des concepts qui sont finalement historiquement et indéterminés selon les contextes. Des concepts migrants. Absolument, nomades. Voilà, c'est donc 2 beaux livres. Voilà. Merci infiniment à vous tous. Je dois remercier donc l'Université Paris Diderot, incarnée par Catherine qui nous reçoit, Manuel Lemieux avec Panorama, Louis Torres Slate et la Fondation Jaurès avec Laurent Bouvet. Maintenant, on peut tous repartir devant la télé, regarder un match de foot, mais au moins, on a l'esprit un peu plus rempli grâce à vous. Merci infiniment et j'espère à très bientôt.